L'échiquier international, bienvenue à vous. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Cette constante est devenue règle invariable. Concernant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les travaux ne manquent pas, les auteurs non plus. Et pourtant, le temps faisant, l'ombre de l'idéologie plane sur cette grande guerre où au moins 50 millions d'hommes ont perdu la vie sur tous les continents et dont les retombées, quoi qu'on en dise, ont forgé le monde et les juridictions internationales. Comment expliquer que la Russie, par exemple, ne soit pas conviée aux cérémonies de débarquement malgré les 27 millions de Russes tués face aux panzers nazis? Pourquoi les États-Unis passent-ils pour le pays ayant le plus contribué à la victoire sur le Troisième Reich alors que sur les 48 millions de morts provoqués par la guerre en Europe, 73% sont de nationalité russe? Quel est donc ce plan dit de l'âme God qui consistait à occuper l'Europe? Pourquoi les Occidentaux prétendent être un système vent debout contre les dictatures et la menace fasciste, alors que beaucoup de hauts dignitaires nazis, échappés de la cour de Nuremberg en 1946, ont été recyclés pour occuper des hautes fonctions et avec la longue carrière au sein de l'administration politique ou scientifique américaine? Une partie du monde occidental est héritée de la Seconde Guerre mondiale. On interroge ce soir ensemble ce gros dossier avec notre invité du jour. À tout de suite. Le soft power américain dont nous sommes à moindre mesure tous imprégnés, quoi qu'on en dise, consiste aussi à réécrire le récit historique. On vous propose ce soir une séance de recadrage de la chose concernant la Deuxième Guerre mondiale avec l'auteur et historien Éric Branca. Bonsoir Éric Branca. Bonsoir. Bienvenue, cela faisait longtemps qu'on voulait vous recevoir, donc ça nous fait vraiment plaisir. Eh bien moi aussi, merci. Alors Monsieur Branca, vous avez beaucoup travaillé sur certains pans méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Vous tordez le cou à pas mal d'idées reçues sur cette période. Par exemple, la non-invitation russe aux cérémonies de débarquement. Est-ce que le fait est de ne pas convier les Russes, est-ce que cela vous choque, par exemple? C'est très choquant. C'est très choquant à plus d'un titre. D'abord parce que il faut savoir que sans la formidable offensive des Soviétiques en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie au même moment, l'essentiel de la Wehrmacht aurait été sur les plages de Normandie et le débarquement aurait pu ne pas avoir lieu. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Le débarquement a aidé les Soviétiques dans leur contre-offensive, mais les Soviétiques ont considérablement aidé le débarquement. Donc, c'est une victoire partagée, et en faire une victoire d'un seul, c'est évidemment pas conforme à la réalité. Car vous le dites, sans les sacrifices des Russes, le débarquement n'aurait pas eu lieu. Écoutez, vous savez, il y a quand même des chiffres qu'il faut avoir en tête. Les morts américains du débarquement, de la bataille de Normandie, c'est 150 000 GI. C'est 150 000 GI qui se sont fait trouer la peau, c'est incontestable. Mais c'est 150 000. Les Soviétiques morts depuis 1941, vous avez dit 27 millions, le chiffre officiel est de 25 millions, mais il y a aujourd'hui des recherches qui montent parfois jusqu'à 30 millions. Bien. Donc, disons 25 d'un côté, 150 000 de l'autre, ça n'est pas la même chose. Vous voyez, la population soviétique a été martyrisée par les Allemands, véritablement martyrisée. Il y a eu plus de morts civiles que de morts militaires. C'est d'ailleurs c'est le fait de la Seconde Guerre mondiale. Elle a tué plus de civils que de militaires. Bon. Et les Soviétiques, ces 25 millions, il faut les mettre donc en regard avec les Américains. Et quand vous parlez de la population, c'est 15% de la population soviétique de l'époque. Alors quand je dis soviétique, ça veut dire russe, biélorusse, ukrainien, etc. C'était l'Empire soviétique de l'époque. Enfin, c'était l'URSS. Donc voilà, c'est quelque chose de considérable et de sans précédent dans l'histoire. Les Américains, c'est 0,4% de la population. Vous voyez, donc il faut remettre un peu les choses en perspective. Alors continuons à les mettre en perspective justement. Le débarquement a eu lieu le 6 juin 1944. Je parle de débarquement des Alliés en Normandie, oui. Qui marque le début de la libération donc de la France et de l'Europe.
Mais un certain général de Gaulle, lui aussi, ne participait pas au débarquement comme Poutine, mais pour d'autres raisons. En 63, il expliquera à Alain Peyrefitte que sa décision, Alain Peyrefitte était l'ancien, enfin, à l'époque, le ministre de la Justice, il expliquait que... Non, non, c'était le porte-parole du général à l'époque. Il était ministre après de la Justice, vous avez Ouais, raison, voilà. mais à l'époque, il était le porte-parole. Donc c'est très important parce qu'il disait à Peyrefitte ce qu'il voulait que Peyrefitte comprenne et qu'il dise aux Français. Donc quand il lui dit ça, c'est pour que Peyrefitte ait bien en tête les vraies raisons pour lesquelles il ne va pas aux cérémonies du 20e anniversaire du débarquement. Alors pour les téléspectateurs, important. Il lui dira, c'est Peyrefitte qui raconte ça dans un livre qui s'intitule C'était De Gaulle, que sa Oui, décision était prise par rapport à la non-participation aux cérémonies de débarquement, car la France, le général de Gaulle qui le dit, la France a été traitée comme un paillasson. Il le dit, le débarquement a été l'affaire des Anglo-Saxons d'abord et les Américains étaient bien décidés à s'installer en France en territoire ennemi, comme ils s'apprêtaient de le faire en Italie, en Allemagne, et De Gaulle évoque l'AMGOT, c'est-à-dire l'Allied Military Government of Occupied Territories. Rappelez-nous ce que c'est cet AMGOT, qu'est-ce que c'est ce système? Alors, comme son nom l'indique, que vous avez très bien dit en anglais, mieux que moi, c'est un gouvernement militaire des territoires occupés. Territoires occupés, c'est quand même un terme un petit peu étonnant pour un pays qu'on vient de libérer. Donc, ça veut dire qu'il voulait finalement traiter la France comme un territoire occupé. Et c'est cet AMGOT qui a été mis au point pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour les pays de l'Axe qui ont été vaincus et occupés ensuite par les Américains. Donc c'était quand même très inamical. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait en plus de cela une monnaie qui s'appelait le billet drapeau et qui était une monnaie qui aurait dû remplacer le franc et qui était absolument sous-évaluée par rapport au franc, sous-évaluée, qu'il valait rien. De Gaulle disait c'est une monnaie de singe. Et cette monnaie, eh bien, les Américains l'amenaient avec eux dans leurs valises. Et lorsque De Gaulle est averti du débarquement au dernier moment, car on ne l'avait pas averti de la date, il savait qu'il y aurait un débarquement, mais il ne savait pas la date. Et surtout le 4 juin, donc 2 jours avant, Churchill lui dit vous ne débarquerez pas, les Américains ne le veulent pas, vous ne débarquerez pas en même temps que les autres. Et donc il a 15 jours de battement entre le moment où il est autorisé à arriver en France. Et pendant ces 15 jours, il va y avoir une course de vitesse, une véritable course de vitesse entre les Américains qui veulent diffuser leur fausse monnaie et les préfets, les commissaires de la République qui ont été nommés par De Gaulle à Londres et qui sortent des maquis pour prendre la place des préfets de Vichy et pour aller plus vite que les Américains eux-mêmes et pour pouvoir les empêcher de diffuser cette fausse monnaie. Et donc ça s'est joué à 15 jours, ça a été vraiment une course de vitesse incroyable. C'était réglé à peu près autour du 15 juin, il n'y avait plus aucun risque, mais pendant une grosse semaine, 8-10 jours, un peu plus même, on a failli avoir une monnaie qui remplaçait le franc, et le franc n'existait plus. Et donc De Gaulle s'en souvenait. Et quand il a été question de fêter les 20 ans du débarquement, il a dit « Je suis désolé, moi je ne participe pas à ce qui aurait été une deuxième occupation du pays. » Il préférait célébrer le débarquement en Provence, en août avec l'armée d'Afrique, voilà, qui elle était vaillante, qui a libéré la vallée du Rhône, qui est montée jusqu'en Alsace, etc. Alors, il rendait hommage aux soldats américains qui s'étaient fait tuer. Hein. Il avait beaucoup de respect pour les soldats américains. Mais le projet politique, il ne pouvait pas l'avaliser. C'est-à-dire le projet politique, c'est-à-dire l'occupation de la France par les Américains, voilà. On dit les choses simplement. Alors, justement, les anglo-saxons, pour le dire largement, pèsent encore sur la destinée de l'Europe. Dans un livre qui est intitulé L'ami américain, vous le démontrez, vous le dites, hein, il y a une guerre américaine contre la France. Avec, par exemple, il y a François Mitterrand à la fin de sa vie qui dira la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique, une guerre inconnue, une guerre sans mort, et pourtant une guerre à mort. Mais Éric Branca, quand on voit le comportement des présidents français, de Sarkozy à Macron, il y a une espèce de complexe français envers les Américains. Comment vous expliquez que les élites politiques françaises parlent souvent du souverainisme, bien sûr, du gaullisme tout le temps, tout en omettant de rappeler sur quoi repose précisément le gaullisme. C'est-à-dire que les États-Unis
avait des menées d'occupation vers la France. Mais on ne le dit jamais. Impérialiste, vous pouvez le dire, impérialiste. Ben, vous savez, il y a une très belle phrase, je crois que c'est La Rochefoucauld, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est La Rochefoucauld, il parlait de l'hommage que le vice rend à la vertu. Eh ben, les gens C'est Chateaubriand. C'est peut-être Chateaubriand, bravo. En tout cas, la formule est exacte, bravo. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un hommage du vice à la vertu. Plus on s'éloigne du gaullisme, et plus on se drape dans les oripeaux du général de Gaulle. En fait, la grande rupture, vous savez, ça a été Sarkozy. Parce que jusqu'à Jacques Chirac, il y avait, on l'a très bien vu avec la guerre d'Irak, il y avait une volonté de préserver l'indépendance, et ça s'est estompé. Alors pourquoi? C'est un peu compliqué à expliquer, mais je crois que c'est la puissance du soft power américain. Ils ont gagné la guerre, ils ont gagné la guerre culturelle. Hein. Ils l'ont pas gagnée matériellement parce que les Russes sont autant responsables, si ce n'est plus, que de cette victoire, mais culturellement, c'est eux qui l'ont gagné. Le cinéma américain nous a montré qu'ils étaient les héros, c'est eux qui représentaient la démocratie, même quand ils bombardent des femmes et des enfants en Irak, même quand ils font la guerre chimique, c'est pas grave. C'est le camp du bien. C'est le camp du bien, ils représentent la démocratie, et donc on s'habitue à ça. Et ils ont développé toute une politique en France depuis longtemps, pas qu'en France, en Europe, d'une manière générale, mais en France, une politique de soft power avec, par exemple, une association comme les Young Leaders qui forment tous les hommes politiques français presque au berceau, qu'ils soient de gauche ou de droite. Même d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est-à-dire c'est vraiment, on prend un panel large. Exactement, ils sont très rares les hommes politiques français qui ont résisté à ça. Moi, j'en connais qu'un, c'est Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, on lui a payé un voyage aux États-Unis dans les années 60. Il est revenu, il n'a pas du tout fait ce qu'on lui a dit et il est resté libre. Mais c'est très rare, c'est très très rare. À droite et à gauche. Donc voilà, c'est le soft power. Il faut pas employer de grands mots. C'est pas de la trahison. C'est une espèce de paresse intellectuelle. Voilà. Alors, continuons de parler de ces fameux Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale et peut-être un peu après. Vous parlez dans vos livres des États-Unis qui ont décidé de récupérer si je puis dire, les marrons du feu de la Seconde Guerre mondiale, Oui. en faisant oublier, par exemple, les opérations Bagration de la Russie, Stalingrad, certains généraux Zhukov ou Kouniev quand ils arrivent à Berlin en 1945. Par exemple, vous parlez des Américains avec l'opération Paperclip, qui est une opération qui sert d'exfiltrer et recruter 1500 scientifiques allemands issus du complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie pour lutter officiellement contre l'URSS. Alors on a le père des missiles V2, Werner von Braun, qui occupera des hauts fonctions à la NASA, ou encore Kurt Debus, qui était un des chefs du centre spatial Kennedy, donc des États-Unis. Il y a le cas par exemple de Joseph Mengele, qui est un des pères des rayons X et de la dermatologie, qui est le docteur Mengele, ou encore, je voudrais qu'on s'y arrête un peu plus, le maître espion nazi Rainer Gehlen, qui a travaillé pour la CIA durant la guerre froide, alors que c'était un criminel notoire. Ah oui. Alors lui, c'est vraiment un personnage incroyable parce que il était le chef du renseignement de la Wehrmacht sur le front de l'Est. C'est-à-dire que l'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie par la Wehrmacht, n'aurait pas pu avoir lieu sans lui. C'est lui qui l'a planifié. Or, la planification de cette opération, qui aurait dû durer 3 mois, il était prévu qu'ils arrivent à Moscou en 3 ou 4 mois, elle ne pouvait pas aller sans génocide. C'est-à-dire qu'il fallait sécuriser les arrières, il fallait tuer les populations, il fallait tuer tout ce qui résistait. C'est comme ça qu'a eu lieu ce qu'on a appelé la Shoah par balle, c'est-à-dire les Juifs qui ont été tués avant d'être mis dans les camps d'extermination. Il y en a beaucoup qui ont été tués par balle, on appelle ça la Shoah par balle, mais pas seulement les Juifs, il y a eu aussi les commissaires politiques, toute l'élite administrative de la Russie a été exterminée à ce moment-là. Et c'était la condition sine qua non pour que réussisse l'opération Barbarossa. Parce que la Wehrmacht était performante, mais elle était moins nombreuse que l'armée rouge, et évidemment, si les arrières n'étaient pas sécurisées, elle pouvait être prise de revers. Et donc, si vous voulez, l'homme qui a organisé ça, c'est pas seulement un fin stratège, mais c'est aussi un assassin.
parce qu'il savait que pour réussir, heureusement ça n'a pas réussi, mais pour arriver à Moscou, et pour arriver ensuite à Stalingrad, et pour arriver ensuite à prendre les pétroles de la mer Noire, du Donbass, il fallait tuer les populations. Et c'est l'homme qui a organisé ça. Eh bien, cet homme n'a pas fait un mois de prison. Il a été débriefé 15 jours par les Américains. Il a été ensuite remis dans le circuit. On lui a donné tous les moyens pour créer le premier service secret officiel de l'Allemagne démocratique d'après-guerre, le BNB. Et puis, il est resté en poste jusqu'en 68. Et son but, pourquoi est-ce qu'on l'avait pris? Parce qu'il connaissait mieux que quiconque le système soviétique de l'intérieur. Il avait eu des espions un peu partout, etc. Et pour la petite histoire, qui est aussi de l'actualité, c'est l'homme qui a réactivé le fameux Ukrainien Bandera, qui était l'allié d'Hitler, et qu'il a ensuite envoyé en Ukraine dans les années 50 pour essayer de faire du sabotage, etc., contre les soviétiques. Stéphane Bandera, qui est célébré aujourd'hui par beaucoup d'Ukrainiens, dont notamment Volodymyr Zelensky, on le rappelle. Absolument. Alors il y a aussi le cas de Otto Skorenzy, on l'appelle le James Bond du Führer, qu'on retrouve dans tous les coups tordus de l'après-guerre au service de la CIA, mais surtout du Mossad. Cet espion nazi a travaillé pour le Mossad, Eric Branca. Absolument. Il a travaillé pour le Mossad. Il a été récupéré par les Israéliens. C'est d'ailleurs la presse israélienne qui en a parlé, qui l'a révélé. On s'en doutait un peu, mais ils ont absolument tout déclassifié. Et en fait, ils l'ont attrapé en lui disant si vous ne travaillez pas pour nous, on va vous supprimer. Alors, il a fait une chose qui est quand même assez extraordinaire. Comme il avait aidé pas mal de nazis à s'installer au Moyen-Orient, etc., on lui a dit, vous savez où ils sont? En Amérique du Sud aussi, pardon. En Amérique du Sud, vous allez les chercher et puis vous allez les tuer. Et donc, il en a repéré quand même pas mal. Et il a été retourné comme ça. Et il a servi le Mossad à peu près jusqu'à la fin de sa vie, après avoir servi la CIA, etc. Et dans un livre américain paru il y a quelques années, de mémoire, je crois que c'est 2019 ou 2018, qui est fait par un des deux historiens de l'armée américaine qui s'appelle le Major Guinness. Eh bien, dans ce livre, on démontre que Skorzeny fait partie des gens qui ont été cités dans les possibles responsables, auteurs ou complices de l'assassinat de Kennedy. Oui. Alors c'est tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant. On a consacré une émission à ce dossier ici même. Alors il y a aussi le cas de Von Paulus, lui qui était un des... Alors lui c'est de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté. Qui a été un des chefs des propagandistes pour Moscou. Von Paulus qui était un des chefs militaires durant l'opération Barbarossa, donc en 41, il l'a terminé après s'être rendu au service donc soviétique. Alors je voudrais parler d'autre chose, d'un haut dignitaire de l'Union européenne, c'est Hallstein, c'est ça, c'est Walter Hallstein, lui qui était aussi un nazi. Oui, et qui est lui qui est devenu président de la Commission européenne et qui a été à la tête de ce qu'on appelle le plan Hallstein en 65, qui était un plan pour réduire drastiquement l'agriculture française. Mais à l'Europe, il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi un autre personnage qui s'appelait Abelsbach, et lui avait été... il était, pendant la guerre, l'homme qui restructurait l'industrie française pour la vendre aux industriels allemands, au capitalisme allemand. Et alors, cet homme-là, lui, il est devenu, après la guerre, un grand avocat international en Allemagne, et il était candidat à la tête de la Commission européenne. Mais il n'y est jamais arrivé parce que la presse a fait son travail, son nom a été révélé, et finalement, il n'a pas été
il n'a pas été désigné, mais c'est allé extrêmement loin. Et puis vous avez aussi le président Kissinger, pas confondre avec Kissinger l'américain, Kissinger, ça s'écrit presque pareil, parce que Kissinger était d'origine américaine, d'origine allemande. Et alors lui, c'est lui qui est devenu chancelier et qui s'est fait gifler par Birgit Kasfeld, qui était une activiste. Une chasseuse de nazis, comme on dit dans les médias. Alors, exactement. Un de vos livres a pour titre Histoire secrète de la droite, 50 ans d'intrigue et de coups tordus. Alors, parlons de la droite française actuellement, qui est en train de se radicaliser. Il y a qui essayent de mettre sur le boisseau quelques sujets de problèmes, sources de problèmes avec l'Algérie. Est-ce que vous trouvez que cette droite française fait par exemple une OPA sur le récit de l'extrême droite? Est-ce que vous trouvez qu'on veut idéologiser l'histoire de la colonisation de l'Algérie par des visées électorales? Et, enfin, quel regard portez-vous tout simplement sur les vecteurs politiques de cette droite? Là, je ne crois pas que ça soit important. Je comprends que de votre point de vue d'Algérien, c'est important. Ici, les gens en parlent assez peu. Je crois que la droite française dite libérale, elle est complètement à côté de ses pompes, pour parler vulgairement. Elle essaie de se raccrocher à la seule dynamique à droite qui compte, c'est le Rassemblement national. Et donc, voilà, je crois qu'elle donne des gages pour essayer d'exister encore. Mais je ne crois pas que cette thématique historique soit très importante. Pas historique, parce que vous avez écrit un livre sur le sujet, Éric Branca. Vous avez parlé des dossiers un peu noirs, oui. comme on dit, des cadavres dans le placard de cette gauche, des coups tordus, oui. Des intrigues, de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Quel diagnostic faites-vous de cette droite, c'est tout? Mais moi, je me suis arrêté en 98. C'est un livre ancien. Hein. Je sais. Ça a un peu évolué parce que à l'époque, le Rassemblement national, qui s'appelait le Front National, était beaucoup moins haut. Franchement, aujourd'hui, depuis les 3 élections présidentielles qui ont vu Marine Le Pen arriver en tête, la droite dite classique, elle n'existe plus. Hein. Je crois vraiment que c'est un... Il y a le curseur qui a changé, le curseur qui a un peu bougé, c'est ce que vous dites. Ouais, vraiment. Alors aujourd'hui, Éric Branca, on parle d'histoire avec vous, avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je tiens à le souligner. Mais on remarque qu'aujourd'hui, il y a une confusion concernant l'histoire. L'histoire semble être mal servie durant notre époque. Le débat entre les récits historiques également n'a jamais été plus prégnant. C'est vrai entre l'Algérie et la France, c'est vrai entre la France et l'Allemagne, c'est vrai entre la France et les États-Unis et la Russie, pour ne citer que ces exemples. Qui a intérêt à falsifier l'histoire? Est-ce que c'est voulu ou c'est justement une ignorance un peu généralisée, béante, qui s'installe comme ça? Je crois que c'est les deux. Je crois que c'est les deux. Moi, je fais toujours une différence entre la mémoire et l'histoire. La mémoire, c'est toujours un peu instrumentalisé. Voilà. Alors, on instrumentalise des conflits anciens, à tort ou à raison, mais ça n'est pas de l'histoire. L'histoire, c'est des faits, des chiffres, des archives. Moi, je travaille beaucoup sur les archives et je pense que les vrais historiens ont intérêt à se concentrer là-dessus. Mais la manipulation de la mémoire, c'est jamais bon parce que ça excite les rancœurs. C'est pas comme ça qu'on va réconcilier les gens entre eux. Hein. Comment ça se fait que plus on s'éloigne d'un fait historique, plus on devrait regarder les choses avec beaucoup de sagesse, lucidement, scientifiquement, j'ai envie de dire, alors qu'on a l'impression que plus on s'éloigne de faits historiques, plus la passion est de plus en plus là. Vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison. Je crois que la civilisation des réseaux sociaux y est pour beaucoup. D'accord. Les sondages ont été aussi beaucoup je vais vous donner un exemple. Allez. On parlait tout à l'heure des Américains et de la capacité qu'ils ont eue d'incarner les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils ne sont pas les seuls. En 1945, quand vous demandez au peuple français, par un sondage qui est fait par l'Institut de l'IFOP, qui est le plus ancien institut de sondage français, en 1945, quelques jours après la capitulation allemande, on demande qui a gagné la guerre. Les Français disent 40% les Américains, 40% les Russes, 20% les Anglais. Bon. 40% les Américains, c'est normal parce que c'est les Américains qui ont libéré la France. Donc pour un Français, c'est normal.
qui dit ça, parce qu'il n'a pas vu les Soviétiques arriver, il a vu des Américains qui l'ont libéré des Allemands, donc ça c'est normal. Mais il voit quand même que l'autre petite moitié, c'est les Russes. Bon. Quand vous posez la question, il n'y a pas eu de sondage cette année, mais en 2015, donc il y a 10 ans, pour les 70 ans de la capitulation allemande, on a reposé la même question avec le même échantillon, c'est-à-dire 20 000 personnes interrogées. C'est intéressant parce que 20 000, c'est sérieux. Eh bien, là, on arrive à 70% en faveur des Américains. Les Anglais n'existent même plus, le reste, c'est les Russes. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Voilà, terminez votre phrase. Ça, c'est. Pardon. Ça, c'est la situation des réseaux sociaux. Vous savez. Merci beaucoup, Éric Branca. Ce sera votre conclusion. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour cet échange enrichissant et surtout d'avoir répondu présent. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. On se dit à très vite. D'ici là, également vous, portez-vous bien. À bientôt.